Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Dimanche soir, lendemain de défaite, lendemain de match de l'OGC Nice à la Beaujoire. Une défaite 1-0, la première de la saison pour cette 14e journée de Ligue 1. Un match sur lequel nous allons revenir d'une manière chronologique avec les invités du soir. Avant de parler des personnes qui vont m'accompagner, forcément, on va parler football, vous le savez, on traite des matchs de l'OGC Nice, on est des passionnés de football, pardon, et on est aussi des footeux, sauf blessure bien sûr. Voilà, on se doit quand même de parler de l'actualité, de ce qui s'est passé en marge du match FC Nantes OGC Nice et de ce supporter nantais de 31 ans qui est décédé dans les circonstances que vous connaissez. Voilà, donc en tant que média de l'OGC Nice, niçois, voilà, on adresse tous nos plus sincères condoléances aux proches et à la famille du défunt parce que voilà, il y a plus important que le football, il y a la vie, la santé, et là pour le coup c'est un drame absolu. Bien, parenthèse refermée. Bonsoir Romain, comment tu vas? Bah écoute, ça va, hein, ça faisait depuis longtemps qu'on n'avait plus connu la défaite, donc ouais, déçu. Mais non, sinon ça va, content d'être là. Et puis comme je disais, moi dans tous les supporters, le supporter nantais et le supporter lorientais, moi c'est ce que je préfère. Donc voilà, je suis content d'être là. un doux, une douce mélodie bretonne. Attention, on parle de Nantes, mais voilà. La Bretagne, ça Ah, nous c'est gagne, vrai, comme on dit. ouais, ouais. C'est sa première apparition dans le club Pancho, et j'ai le plaisir d'accueillir Tony, coach du Racing Club de France en région parisienne, forcément, mais supporter et suiveur de l'OGC Nice depuis de nombreuses années. Bonsoir Tony, comment ça va? Salut à tous. Bah, ça va bien, content de débuter, content d'échanger sur le GC Nice, ça fait toujours plaisir. Même si c'est une défaite, il y aura des choses à dire et c'est intéressant, donc c'est cool. Merci de m'avoir invité. Et naturellement, ce soir, on a notre invité, notre représentant nantais. Vous le connaissez, il était venu l'année dernière pour parler de ce match-là. Il est depuis peu streamer de Football Manager sur la plateforme Twitch. J'ai le bonheur et le plaisir d'accueillir Skito. Salut Skito, comment tu vas? Salut Pancho, merci pour l'invitation. Ravi de faire ma deuxième dans ton émission. Et ça veut dire que j'ai pas été trop mauvais sur la première si tu me réinvites. Donc c'est un énorme plaisir de, euh, de participer à ton émission, Pancho. Et effectivement, hein, un match nul et une victoire, hein, pour toi, Skito, avec tes venus. Tu portes bonheur aussi au FC Nantes, malheureusement pour nous. Bon, le score, je l'ai dit, hein, les gars, une défaite 1-0, série d'invincibilité terminée. On a été mené forcément puisqu'on a perdu. Une soirée compliquée aussi, malgré le fait, comme je vous le disais un peu avant l'émission, qu'au détour des différentes réactions de la communauté Logicini sur Twitter, il y avait quand même un vent d'optimisme et de positivisme qui soufflait après ce match. Donc on verra dès la semaine prochaine contre Reims comment ça se passe. Mais déjà Romain, toi peut-être première analyse plutôt à froid au lendemain de ce match-là. Comment tu as vécu cette défaite et quels sentiments tu ressentais à la fin de ce match-là? Bah moi, à la fin du match déjà, j'étais déçu parce que c'était pas ce match-là qu'on méritait de perdre. À la limite, j'aurais été plus d'accord sur la semaine d'avant contre Toulouse. Donc déçu parce que on a vu un peu plus d'action offensive comparé à Toulouse, Montpellier. Et au final, bah, on n'arrive pas à marquer. Et voilà. Donc un sentiment, c'est sûr. On avait beau se dire qu'un jour la série s'arrêterait, mais qu'elle s'arrête comme ça quand on fait, je dis pas un bon match, parce que voilà, mais en tout cas, on a les occasions pour revenir. Et voilà, donc déçu à ce niveau-là, mais après je suis pas plus inquiet parce que on reste deuxième, quoi qu'il arrive. Et puis voilà, on va continuer notre bonhomme de chemin, mais par contre les prochains matchs ils vont être importants. Désolé pour les quelques petits soucis de caméra et de son, j'espère que ça va tenir pour ce soir.
Tony, ton ressenti sur ce match-là. L'OGC Nice met fin à sa période d'invincibilité en Ligue 1. Comme l'a dit Romain, c'est vrai que sur ce match-là, lorsqu'on fait le compte et qu'on regarde le nombre d'occasions et de situations, il y a peut-être des regrets. La victoire nantaise, elle n'est pas volée pour autant par rapport à l'envie et la détermination qui ont été mis sur cette rencontre. Comment tu analyses cette défaite au lendemain de ce résultat négatif pour l'OGC Nice? Bon, je l'analyse déjà, moi, je partage le sentiment de Romain avec de la déception. Mais ensuite, non, il faut prendre un petit peu de recul. C'est notre première défaite. On a fait un match cohérent dans la continuité de ce que nous a montré Farioli depuis le début de saison. Et puis, malheureusement, cette fois-ci, ça n'a pas tourné dans notre sens, avec un bon Lafond, avec nous peut-être des joueurs offensifs en manque d'inspiration, en manque de réussite. Pour moi, c'est aussi une défaite. Quand on a pu lire qu'elle allait faire du bien, je pense qu'elle va aussi permettre de souligner les points où on a encore du travail, sans se reposer sur le sentiment de la victoire. Et non, forcément, je suis d'accord avec Romain encore sur le fait que c'est pas cette défaite-là qu'on attendait. C'est vrai que le match à Toulouse était moins bon. Mais voilà, ça fait partie du foot. On a fait un match cohérent. On a été vraiment dans les principes de Farioli et on en voit peut-être aussi pour l'instant les limites parce qu'on a toujours gagné, mais on n'a pas vu encore de défaite. Donc voilà, je l'analyse, on va dire de manière simple. C'est une défaite. On va voir comment on réagit maintenant face à Reims. Ce ne sera pas un match évident en plus. Effectivement, Reims qui, je pense, pour cette année est armé pour jouer la Coupe d'Europe avec un effectif assez chargé. Donc ce sera un vrai test. Et clairement, on y viendra peut-être un peu plus tard, mais peut-être le match bascule sur cette saison, du moins conjugué à celui du Havre. Qui donnera l'indication sur la saison à venir pour l'OGC Nice. Mais on va rester sur ce sentiment. Skito, je suppose que toi, il y avait voilà, un peu de surprise, on va dire positive. Nantes qui avait seulement 3 jours, je crois, j'ai vu, d'entraînement sous Gourvenec. Donc en 3 jours, on peut faire trop peu de choses avec son groupe. Il a dit en conférence de presse d'après-match qu'il avait accès sur toute la dimension défensive aussi. Ça a fonctionné. Nantes n'a pas encaissé de but. Tony l'a dit, hein, Lafond a fait un grand match. Mais oui, de la joie ce soir, mitigé forcément lorsqu'on connaît le contexte, mais par rapport au résultat, du moins le soulagement l'emporte, je suppose, Skito. Oui, oui, effectivement, c'est un soulagement parce que euh, avant le match, quand on joue Nice à domicile, certes à domicile, face à une équipe invincible du coup, invaincue lors du début de championnat, on n'était pas forcément confiant, sachant qu'on était la deuxième moins bonne défense. Euh, avec la semaine compliquée, avec le départ d'Aristouille, l'arrivée de Gourvenec, voilà, un énième changement d'entraîneur. On ne savait pas dans quel état d'esprit les joueurs allaient aborder ce match. Et c'est vrai que cette victoire fait du bien comptablement parce que on stoppe une hémorragie d'une série de 3 matchs sans victoire. Donc elle fait du bien, surtout avant la réception de Paris la semaine prochaine. Et ça fait un deuxième clean sheet de suite. Là aussi, elle fait du bien. Il y a beaucoup de points positifs. L'état d'esprit a été très bon. L'envie, comme tu l'as dit, de se battre pour l'équipe tout au long du match. Franchement, ils ont rien lâché, donc c'était agréable à voir là-dessus. Ouais, un gros ouf de soulagement parce que on m'aurait dit avant le début du match. Ne serait-ce qu'un point, un match nul, ça aurait été déjà très bien. Donc, 3 points, on prend bien, on prend volontiers. Ouais, Skito, tu l'as dit, une semaine assez chargée côté FC Nantes avec l'arrivée du nouvel entraîneur. Donc un contexte particulier. Comment tu l'expliques, toi, ce changement d'entraîneur début décembre, finalement, fin novembre, début décembre. Est-ce que ça t'a surpris? Bon, avec l'Equita, je me doute que c'est pas la première surprise que tu aies vécue en tant que supporter nantais. Mais est-ce que c'était logique et cohérent selon toi
de voir le board nantais se séparer de Aristouille. Logique avec l'Equita, est-ce qu'on peut parler de logique? Euh, je disais tout à l'heure, un coach au FC Nantes, quand il arrive au club, la question, c'est pas va-t-il réussir au FC Nantes, c'est combien de temps il va rester. C'est ça la vraie question. Après, on savait qu'Aristouille, avec l'enchaînement des 3 matchs sans victoire, c'était une question de temps. Moi, je pensais honnêtement qu'il allait finir au moins le décembre, au moins passer la trêve, savoir ce qu'il allait faire sur ces 4 matchs de décembre. Et ça a été une surprise qu'il soit éjecté à ce moment-là. Après, je suis surpris, comme tu l'as dit, oui et non. Le choix de Gourvenec, en tout cas, me paraît plutôt intéressant dans le sens où c'est un ancien joueur du club, donc il est amoureux du FC Nantes. Et donc là-dessus, c'est pas trop déconnant. Et c'est pas non plus un Pascal Duprat ou un coach de ce type-là. Tu vois. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux dire sur Gourvenec. Moi, en tout cas, je souhaite que Nantes se sauve le plus rapidement possible. Je pense que Gourvenec en a les moyens et surtout a la matière pour, parce que l'équipe est pas mauvaise. L'équipe est pas mauvaise. Alors je dis pas qu'ils vont être européens, mais un top 12, ce serait pas déconnant. Oui, et puis effectivement, avec Gourvenec, on est peut-être un peu plus que sur une mission sauvetage. Il y a peut-être un projet, quelque chose d'un peu plus construit que d'autres entraîneurs n'auraient pas pu offrir au bord de Nantais. Écoute, merci pour ces précisions. Dernière chose, l'accueil de la Beaujoire à Gourvenec. Bon, j'étais au stade en parkage, comme vous le savez. Ouais. Du coup, c'était assez mitigé, mine de rien, parce qu'il y a eu pas mal de sifflets. Comment est-ce que tu l'expliques? Oui. Bah, pas mal de sifflets, t'es gentil. Je pense que c'était une bronca. C'était une bronca. C'était une bronca, mais moi, Autant que celle de Guessant que j'ai pas compris, mais bon, il y a moi pas non mal de plus. choses que Moi non j'ai pas plus. compris sur ce match. Honnêtement, c'est vrai que oui, Gourvenec, déjà sur Gourvenec, en tout cas, moi je le prends plus, pas contre Gourvenec, mais contre l'Equita. Hmm. Voilà. Parce que voilà, comme je te l'ai dit, Gourvenec, c'est un enfant c'est un joueur du club. Il a été demi-finaliste de Ligue des Champions quand même avec le FC Nantes dans les années 95-96, si je me souviens bien. Donc voilà, c'est un symbole du jeu à la nantaise, même si en tant que coach, ça se voit pas beaucoup. Mais en tout cas, il en a fait partie. Mais je pense que voilà, en tout cas, moi je le vois comme ça, c'est les sifflets ont été contre l'Equita et non contre Gourvenec. Euh, je pense pas me tromper. Voilà. Ok, ok. Euh, Sur les compos, sur le début de match, on va commencer par celle de l'OGC Nice. Pas mal de choses à constater. Déjà, le maintien de Mofi à droite dans la composition de départ, chose qui n'avait jamais eu lieu, du moins sur un début de match. Evan Guessant titulaire dans l'axe, au profit de Gaëtan Laborde. Rosario, latéral droit, alors que Lotomba était de retour dans le groupe et a démarré sur le banc. Boudaoui également sur le banc au profit de Morgan Sanson. Ces choix, Tony, du moins sur le coup, avant le début du match, est-ce que tu les as compris ou pas? Compris, je sais pas trop. En tout cas, moi, j'étais pas, à titre personnel, partisan du démarrage de Mofi à droite. Je trouve que c'est un joueur qui a énormément de poids dans l'axe du terrain. Alors oui, par moment, il dézone couloir droit, et c'est très intéressant. Mais de là à le mettre vraiment à droite dans l'animation, je pense pas que ce soit bon pour l'équipe. Après, je suis pas Farioli, évidemment, hein. Il les voit au quotidien, il a travaillé avec à l'entraînement et il voit forcément ce qu'il faut faire. Mais après, le reste, non, ça m'a pas surpris. Le retour de Youssouf Hmm. à la place de Boudaoui, même si Todibo. Boudaoui peut jouer à la place de Sanson, Todibo. On maintient Rosario à droite qui a fait des bonnes prestations. Je n'ai pas été surpris plus que ça. Mais voilà, juste Guessant en pointe. J'imagine qu'il a fait une bonne semaine d'entraînement et qu'il a été récompensé. Donc
Voilà, après, c'est plus au cours du match que c'est plus facile de dire Oui. c'était une erreur. Mais ça m'a pas choqué outre mesure, même si j'avais déjà vu Mofi en pointe et Guessant à droite. Et j'avais trouvé ça peut-être plus intéressant, en tout cas sur un début de match. Ce positionnement de Mofi, Romain, c'est aussi pour du moins combler le manque de percussion et apporter un peu plus de percussion sur cette aile droite, à la manière d'un Jérémy Boga, naturellement, dans un autre profil. C'est Van Guessant qui avait sa carte à jouer sur le match d'hier soir, positionné dans l'axe. Comment t'as trouvé sa rencontre? Il est sorti, je crois de mémoire, à la 65e minute de jeu, remplacé par Laborde, qui a ensuite pris le côté gauche. On y reviendra avec le coaching de Farioli. Mais déjà, la titularisation de Guessens, c'est un peu la grosse surprise de ce 11. Sans doute mérité, comme tu le dis, Tony, mais un match compliqué pour Guessens dans son ancien stade. Ouais, compliqué, mais je l'ai pas trouvé mauvais non plus. Je trouve que son jeu de haut but nous a ramené quand même pas mal de coups francs. Je crois qu'il a dû subir 4 ou 5 fautes. Donc il a été plutôt propre. Il aurait dû mieux faire sur son action. Et ça, moi, c'est le gros reproche que je peux lui faire, c'est que niveau finition, c'est compliqué. Mais non, même Mofi à droite, tu vois, j'ai pas trouvé ça déconnant. Je l'ai même trouvé très bon, Mofi, sur la droite. Enfin, très bon. Je l'ai trouvé bon. Comparé à ses dernières sorties, moi, je l'ai préféré sur un côté. Donc, mais clairement, il nous manque un tueur, euh, un tueur devant. C'est, et on le voit au fur et à mesure que la saison s'étale, là. Il nous faut un tueur parce que Guessant n'a pas ce profil. Mofi n'a pas le profil que Farioli. Quid de la board, je sais pas. Mais, euh, mais moi, je pense que il nous faut quelqu'un qui les mette au front. Tu l'as dit, un manque d'efficacité assez énorme sur le match d'hier. De mémoire, on a 5 ou 6 occasions nettes arrêtées par Alban Lafont. Bon, c'est un mal qui est assez récurrent du côté de l'OGC Nice. On le dit et le répète, hein, malgré un nombre important de victoires et un bon classement, il y a des choses qui sont perfectibles. Et l'efficacité offensive l'est tout autant. Tony, sur ce match, Lafont a été impressionnant, mais ouais, des regrets sur le nombre de situations. Je pense effectivement au débordement de Mofi, la frappe aussi dans les 10 premières minutes de jeu où Nice avait vraiment mis son empreinte dans la rencontre. Il n'y a pas eu une grosse domination constante de l'OGC Nice. Par contre, il y a eu des situations vraiment nettes qui auraient dû permettre au moins à l'OGC Nice de repartir avec le nul. Ouais, complètement. On tombe sur un Alban Lafont des grands jours. On sait qu'il est capable de performances exceptionnelles. Il l'avait fait l'année dernière face au PSG, si je dis pas de bêtises. Je pense que Skito s'en souviendra mieux que moi. Mais voilà, on sait qu'il est capable de faire des super matchs. Il a fait un très bon match. Comme je le disais avant l'émission, pour moi, il fait un bon match. Il n'a pas non plus si ce n'est la tête, effectivement, qu'il détourne avant que Dante essaye de la reprendre. Je trouve pas qu'il était exceptionnel. Alors oui, il fait les arrêts qu'il faut, etc. Mais je pense aussi, par exemple, on a parlé de Guessant. Effectivement, il doit faire beaucoup mieux. Même la frappe de la reprise de Thuram, elle est sur lui. La tête de Thuram, on voit, comme dit Romain, qu'il va la remettre côté centreur. Donc voilà, ce sont des bons arrêts. Il a fait ce qu'il fallait et ça, c'est très très bien. Il ne faut pas minimiser la performance. Mais je pense que les attaquants niçois auraient dû faire mieux. Et c'est plutôt vers les attaquants niçois que j'en veux, plus qu'à la fond d'avoir sorti un grand match. Il est là pour ça. Donc à nous de faire mieux. Justement, par rapport aux attaquants niçois, il y a Nisser Deta qui nous demande au sujet de Boga, est-ce qu'il est dans le creux de la vague? C'est un peu ce dont on parlait un peu avant le début de l'émission. Romain, Boga, depuis le match de Rennes, où il avait sorti son match référence de la saison, compliqué contre Montpellier, compliqué contre Toulouse, et hier soir, alors qu'il avait un vis-à-vis qui n'est pas latéral droit de métier, en l'occurrence Marcus Coco. J'ai pas le souvenir qu'il ait gagné un face-à-face, du moins
un 1v1 contre son adversaire direct. Trop irrégulier encore, selon toi? Bah, tu me disais, ouais, que c'était compliqué contre Toulouse, contre Montpellier. J'ai envie de te dire, hormis contre Rennes, quand est-ce que ça n'a pas été compliqué pour lui, quoi? Bah, on enlève Monaco, où il fait une très belle rentrée. Mais sinon, Boga, je suis désolé, mais enfin, on parle de creux de la vague, mais enfin, je sais pas, vu les qualités techniques qu'il a, en début de match, il a réussi à déborder Coco ouais, de la ligne de but, je crois. Oui, tout à fait. Mais, mais après, tu le vois une fois en 1 heure de jeu. C'est alors que le mec, il a du feu dans les jambes. Donc je sais pas, c'est ou une consigne du coach ou mais j'arrive pas à comprendre en fait son utilisation et le fait qu'il soit aussi inconstant alors que tu pourrais te dire que le mec il tente 4 5 dribbles, il passe pas. Mais là il en tente un, il passe. Donc il devrait être à 100% au niveau confiance et il s'arrête, il s'éteint. Donc à la limite, il ne réussit pas, tu perds de la confiance, tu essayes de jouer plus simple. Mais là tu réussis, ton début de match tu le réussis. Putain, continue sur ta lancée. Et non, il s'éteint. Il s'éteint. Donc, pour moi, ouais, il y a réellement un gros souci Boga. Donc, si on doit attendre un match sur 10 pour qu'il nous fasse rêver, ça fait cher le joueur quand même. Mais alors, justement, est-ce qu'il y a un souci Boga ou est-ce qu'il y a un souci plus profond dans l'animation offensive et dans la philosophie de jeu prônée par Francesco Farioli? Parce que lorsqu'on prend le contexte et le scénario du match, moi, à titre personnel, alors je suis peut-être un peu sado sur les bords, mais j'attendais que mon club soit mené aussi. J'attendais de voir Moi aussi. comment allait réagir Hum, cette équipe. Eh ben, honnêtement, la hum. réaction est, alors elle n'est pas uniquement footballistique, je pense qu'elle est aussi mentale. Ben, j'ai été très déçu. J'ai été très déçu de la réaction, j'étais très déçu du manque d'intensité, du manque de détermination, parce que Nantes nous a bouffé. Alors, j'ai pas l'appui statistique sur le nombre de duels gagnés, etc., etc., mais je pense que ce serait intéressant de voir la différence, s'il y en a une. Mais, enfin, est-ce que c'est un problème isolé? Est-ce que c'est un problème beaucoup plus collectif? Est-ce qu'on utilise mal Boga? J'avoue que Moi, des fois, je me dis aussi, putain, mais lâchons les chevaux, tu vois. ouais, moi, je pense que on utilise mal Boga. J'ai vu cette semaine un article sur SoFoot, sur Farioli. Et il était très bien l'article. Et il disait que Farioli, en fait, ne voulait pas se précipiter devant, parce que quand tu te précipites devant, tu perds le ballon. Et lui voulait le garder le plus longtemps possible, le ballon. Et j'ai l'impression que Boga, bah, fatalité, c'est plus le jeu de Boga, quoi. Le jeu de Boga, c'est de prendre le ballon et d'aller directement devant. Donc, mais là, aujourd'hui, en fait, on est dans un truc où tu as l'impression que tu attends la bonne occasion pour planter ton but, tu le plantes pas. Et donc, du coup, tu te mets en danger derrière. Et ça va devenir problématique si tu n'arrives pas à régler la mire. Parce que le jeu de Farioli, c'est normalement, enfin, ce serait trop beau pour être vrai, mais ça devrait être, allez, 2, 3 occasions, minimum un but, quoi. Et c'est ce qu'on a vu un peu en début de saison, etc. Mais c'est vrai que là, c'est nos manques offensifs, c'est compliqué. Quand tu vois nos stats, etc. C'est compliqué. Mais moi, je pense plus que c'est, bah, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a Boga peut-être, mais ouais, non, je pense que c'est plus le jeu de Farioli qui veut être attentiste, etc. et exploser d'un seul coup dès qu'on trouve la brèche. Mais après, moi, franchement, ça, très bien, on est deuxième et tout, c'est trop bien. Mais ça commence à me gonfler les transversales de Todibo et Dante pour trouver l'ailier. Putain. Enfin bon, c'est. Après, on va parler des résultats. C'est sûr que un début de saison de fou, mais qu'est-ce qu'on se fait chier, putain. Enfin bref, voilà. Ah, Tony, je te jure, ouais, non, mais c'est au tu, stade, c'est incroyable. tu n'es pas le premier, je pense, à exprimer un peu cette opinion-là. Et puis, c'est pas quelque chose c'est pas une science exacte, hein, comme on dit, hein. Donc, les sensibilités des uns et des autres par rapport à ce qu'on voit Ah sur oui, oui, sur la c'est mon pelouse, avis.
C'est toujours très intéressant. Tony, est-ce que c'est un problème plutôt individuel? Est-ce que c'est plutôt collectif? Est-ce que, euh, comme le dit Nissar Detta, Farioli ne s'enfermerait pas dans une recette qui lui a donné raison pour l'instant parce on peut pas le nier, l'OGC Nice est second. Il l'a dit, j'avais beaucoup aimé cette métaphore avec la garde-robe des différentes tenues à prendre, etc. Et puis à changer de tenue en cours de match pour gagner. Mais finalement, est-ce que c'est pas dénaturer un peu le jeu d'un mec comme Boga que de prôner un peu ce style de jeu patient dans l'attente du décalage, de la transversale côté opposé. Enfin, qu'est-ce que tu en penses tout simplement en tant que coach? Eh bah, déjà, je trouve que Romain a bien souligné et a bien expliqué les choses. Maintenant, un petit détail, c'est que je trouve qu'en fait, il faut se mettre à la place de Farioli quand il fait les choses et je pense que c'est sa manière de voir la chose, c'est ce pragmatisme de se dire d'ailleurs, on voit avec les latéraux qui restent vachement à l'intérieur, on protège notre but même quand on a la balle. Je pense que c'est sa première idée ça, c'est-à-dire que même en possession du ballon, quand on fixe avec les 2 centraux et moi, je vais pas au stade, mais c'est vrai que si je voyais les 2 centraux garder la balle 30 secondes dans le rond central, peut-être que je lâcherais une petite insulte depuis la tribune. Mais une fois qu'on se met vraiment à la place Farioli et qu'il l'explique clairement, et d'ailleurs l'article de SoFoot est vraiment bien là-dessus, c'est vrai, il veut garder le ballon, on a le ballon. Il veut une équipe cohérente qui encaisse pas de but et qui protège son but. On a une équipe cohérente qui encaisse pas de but et qui protège son but. Donc après, évidemment, c'est un peu stéréotypé, ça manque de variété, il y a plein de choses qui vont pas et je pense qu'il y a des choses à améliorer. C'est en ça que cette défaite va faire aussi du bien. Mais pour moi, ça reste cohérent dans ce qu'a proposé Farioli. Et effectivement, c'est pas sexy, c'est pas excitant, mais ça reste pragmatique et pour l'instant réussite. Pour en revenir à Boga en lui-même, je pense que c'est partagé. Effectivement, il y a la consigne de Farioli de garder le ballon. Mais comme l'a dit Romain, en début de match, il passe Marcus Coco une première fois, côté ligne de touche. Deuxième duel, il reprend son duel, il rentre à l'intérieur, il élimine encore Marcus Coco. Et derrière, les 4-5 ballons suivants, il touche et il retrouve Melvin Bard ou Dante à l'opposé, Todibo. C'est vrai que c'est frustrant. Je pense qu'il y a la consigne de Farioli de retrouver les centraux, mais je pense que Farioli ne cracherait pas sur un peu plus de 1 contre 1. Surtout qu'il avait les joueurs J'ai- pour quand t'alignes Mofi et Boga. Enfin, je veux dire, j'ai- tu t'attends aussi à ce qu'il y ait des 1 contre 1 et des prises de risques. J'ai une question. Donc là, ça fait depuis combien de matchs on a fait? 14? 14. 15? J'ai deux questions, pardon. Est-ce que vous avez vu, depuis le début de la saison, de la variété dans le jeu de Farioli, où tous les matchs se ressemblent un peu plus ou moins? Aucune variété, c'est le même Ok. Farioli Ball, pour moi. Aujourd'hui, avec la vidéo, les mecs, les analystes qui sont là à éplucher l'équipe adverse, etc. Il y a personne qui a peur qu'au bout d'un moment, notre jeu, il devienne mais archi lisible. Parce que moi qui regarde tous les matchs tous les week-ends, pour moi, il est archi lisible. C'est, je reviens sur les centraux qui vont envoyer des transversales aux mecs sur les côtés. Mais sinon, dans la variation d'intensité, etc., il n'y a rien. Il n'y a rien. Le seul truc où on peut, à la limite, créer une petite surprise, c'est quand on presse dans le camp adverse. Mais sinon, quand on a le ballon, on sait exactement ce qui va se passer. Quasiment, quasiment. Après, bien sûr, il peut y avoir un truc, mais il n'y a aucun changement de rythme. C'est, c'est malheureux. C'est très malheureux. Et moi, ce que j'ai peur, c'est que, à force, notre jeu, il soit lisible de tous, quoi. Hein, il y ait aucune. Enfin, voilà, au bout d'un moment, les mecs, ils sont pas cons. Ils vont comprendre, ils vont essayer de trouver la solution pour nous contrer. Et enfin voilà, moi j'ai juste peur de ça et il faudrait qu'ils trouvent quand même un schéma de passe offensivement un peu plus intéressant, quoi. Skito du stade, alors forcément, je ne sais pas si tu as regardé d'autres matchs de l'OGC Nice cette saison. En tant que supporter et suiveur nantais, donc assez neutre par rapport à l'OGC Nice, qu'est-ce que tu as pensé du match global du gym
et un peu du style Farioli qu'on est en train un peu de d'éplucher, un peu de comprendre. Encore une fois, on ne crache pas dans la soupe, hein. On est très content d'être là où on est actuellement, surtout Mais bien sûr. après les dernières saisons un peu compliquées sportivement et extra sportivement. Mais voilà, c'est vrai que je rejoins un peu Romain sur le côté, c'est par moments extrêmement prévisible. Et j'ai l'impression qu'on s'enferme par moments dans des registres qui ont fait leurs preuves jusqu'à présent, mais on a besoin aussi de folie et de prendre des risques. Voilà. Et à force de trop vouloir maintenir une assise défensive, hein, qui est la base du foot aussi, hein, ne pas prendre de but, on est d'accord. Mais bon, en marquant des buts, il faut prendre des risques pour marquer des buts, quoi, tout simplement. Voilà, là j'ai exprimé un peu mon ressenti, mais toi, Skito, t'en as pensé quoi? Romain a très bien, en tout cas, décrit le jeu de l'OGC Nice, hein. Là-dessus, je suis totalement en phase avec lui. En tout cas, Gourvenec, tu parlais d'analystes justement, qui analysaient le jeu des équipes adverses. En tout cas, c'était le plan de jeu de Gourvenec de presser Dante et ou Todibo pour éviter qu'ils aient le temps d'organiser le jeu et de faire des transversales. La preuve en est, c'est qu'on a réussi à bloquer un maximum ces phases de jeu. Et le peu de fois où on a loupé cette phase de jeu, ça a amené une occasion très franche. J'ai en mémoire celle de Guessant, justement, où il y a un grand renversement de jeu de Dante sur Mofi, qui repique dans l'axe et qui fait une passe justement pour Guessant, qui loupe son 1 contre 1 face à Lafont. Mais là, du coup, ça a créé un déséquilibre. Mais le peu de fois où on a loupé du coup ce pressing sur Dante, on a failli le payer. Mais c'est vrai que ça a été très ciblé par Gourvenec. En tout cas, il en avait parlé lors de la conférence d'après-match, où il parlait et j'ai bien aimé l'image de Gourvenec sur Dante. C'était une sorte de meneur de jeu de 10 en retrait. Et c'est totalement ça, en fait. C'est que, voilà, fallait presser Dante. Alors, certes, il a une habileté technique qui est au-dessus de la moyenne. Mais du coup, il fallait le presser, notamment le job de Mohamed, où il n'a pas négligé ses efforts. Il a pressé tout au long du match Dante et Todibo, et ce qui a permis du coup de moins subir le jeu. Et ça, là-dessus, c'est vrai que quand Nantes a marqué le but à la 25e, si je me trompe pas, en tout cas, j'ai pas trouvé de plan B. Après, voilà, c'était la première fois que Nice avait été mené depuis le début de la saison, et on n'a pas, en tout cas, du terrain, j'ai pas vu de plan B. Et c'était vraiment très stéréotypé, et ça restait dans le même rythme, comme s'ils étaient à 0-0 ou comme s'ils menaient 1-0. Alors, c'était parfait pour Nantes, qui n'avait plus qu'à attendre l'OGC Nice, et dès qu'il récupérait le ballon, à envoyer des longs ballons ou des ballons en profondeur sur Simon, qui provoquait, qui essayait de choper un coup franc ou un corner pour créer le danger. Voilà comment je l'ai vu du terrain. Et c'est vrai que c'était à un moment, je me suis dit, j'ai regardé le score sur l'écran géant, parce que je me suis vraiment posé la question si Nice menait 1-0. Parce qu'ils avaient vraiment l'attitude d'une équipe qui menait. Voilà comment je le ressentais sur le terrain. Mais en tout cas, ce que tu dis est assez intéressant, Skito, sur le rôle du numéro 9 nantais. C'est un peu et quasiment le même travail qu'avait fait Steve Mounier lors de Nice-Brest, hein, à savoir bloquer totalement la première relance de Dante. Ça avait plutôt bien fonctionné dans le sens où Brest n'avait pas perdu et surtout avait totalement libéré Todibo, qui était dans un registre, on va dire, dans lequel il est peut-être un peu moins confortable que Dante. Nisareta nous dit faut passer à la version 2 de Farioli. Tony, pour toi, est-ce qu'il y a des... Voilà, concrètement, qu'est-ce que demain tu es coach du gym, voilà, sur ce que tu as vu depuis le début de saison, qu'est-ce que tu aimerais changer dans l'optique aussi du mercato hivernal qui arrive dans moins d'un mois? Pour répondre à ce que dit Nissar d'État, déjà, je pense que Farioli est jeune et n'a pas encore de version 2. Donc, je pense que pour l'instant, peut-être que je me trompe, mais qu'on va remanger de la fixation avec les deux centraux et le 6 pendant quelques matchs. Mais après, qu'est-ce qu'il faut changer? Effectivement, je pense qu'il y a des bonnes séquences, en fait. On voit plusieurs fois, on a trouvé Sanson
après cette fixation, justement, on a réussi à trouver Sanson un petit peu dans le dos des milieux adverses, qui avaient de l'espace. Ça a été malheureusement mal utilisé derrière. Il y a beaucoup de situations qu'on gère un petit peu mal dans les 30-40 derniers mètres. Mais donc voilà, peut-être que peut-être c'est pas contre Sanson. Sanson, il n'est pas mauvais, il fait ses matchs, mais peut-être un milieu qui aurait un petit peu plus ce côté créatif, mais vraiment dans les 30-40 derniers mètres. Je sais qu'on en parle souvent de ce milieu créatif, mais c'est vraiment. Et j'aurais aimé voir Claude Maurice rentrer un peu plus tôt, peut-être. Mais voilà, dans l'idée, peut-être un milieu qui, lorsqu'il a le ballon comme ça, qu'il est trouvé par Todibo ou Dante derrière la ligne des milieux, il porte et il lâche au bon moment pour finalement qu'on ait occasion de but. Oui, mais Et puis je, effectivement, je me permets de te couper, Tony. Là, la séquence dont tu parles, ça sous-entend qu'il y a un manque de. Enfin, on est sur. Enfin, j'imagine, je vois la séquence où Claude Maurice en fait porte le ballon sur 25-30 mètres et transmet sur la gauche. Je crois que c'est à Melvin Bard. En fait, ce jeu-là aussi de déséquilibre, il est entraîné par la rapidité que tu vas mettre dans tes transitions et les phases de contre-attaque aussi qui avaient bien fonctionné lors du match contre le Paris Saint-Germain notamment. Il faut aussi accepter déroger peut-être à certains principes, du moins je le vois comme ça. oui, tu as raison. Il faut accepter de déroger à certains principes, mais je pense que Farioli, pour l'instant, et d'ailleurs, c'est un disciple de De Zerbi, c'est pas pour rien, il est concentré sur son équipe et la manière dont il veut jouer. Et je pense pas qu'il sorte de ce carcan-là tout de suite. Même s'il a parlé de sa garde-robe, je pense qu'il a une garde-robe qui est pour l'instant assez simple et qui n'en dérogera pas. Mais pour en revenir à ça, je trouve quand même un peu dur le fait qu'on dise qu'il n'y a aucun changement de rythme parce qu'on est tellement lent dans les toutes premières transmissions, c'est-à-dire que Dante et Todibo peuvent se faire des passes à 2 à l'heure, que forcément derrière un changement de rythme, et je pense que c'est ça que veut mettre en lumière Farioli. Il veut vraiment mettre en lumière c'est tellement lent que lorsqu'on change de rythme pour aller trouver Sanson, pour faire la transversale, il veut que d'un coup ça aille très vite. C'est pas encore totalement en place, ça n'arrive pas pour l'instant vraiment, et la défaite fait qu'on s'en souvient. Si on gagne ce match 2-1, peut-être qu'on a un regard différent, hein. Tout à fait. Mais voilà, je pense qu'on a eu quand même les situations. Effectivement, ça reste pragmatique, ça reste forcément quand on a les deux latéraux qui sont quasiment en couverture tout le match, on n'a pas 10 000 actions. Mais après, voilà, je pense que Farioli ne dérogera pas à cette règle et qu'on restera là-dessus pour les prochains matchs en tout cas. Tony, tu as parlé de Alexis Claude Maurice. Merci pour la passe décisive. On va parler du coaching. Parce qu'effectivement, il y a eu pas mal de changements. Alors, je vais vous les donner, hein. Boga, Guessant et Daïchimier, Sanson, Rosario sont sortis. Laborde rentre à gauche. Mofi repasse dans l'axe. Buonanni, qui a cristallisé énormément de critiques que j'ai trouvé à titre personnel extrêmement dur, est rentré à droite. Alexis Claude Maurice est rentré aussi au milieu de terrain dans un rôle un peu plus avancé, un peu plus offensif. Et Hichem Boudaoui a remplacé, il me semble, alors c'était poste pour poste Morgan Sanson. Romain, ton avis sur le coaching, ça s'est joué aux alentours de la 65e minute de jeu la plupart du temps. Moi, surtout, ce qui m'a surpris du stade, je sais pas le rendu de la télé, c'est le repassage de Mofi dans l'axe, Laborde à gauche, et Buonanni, je comprends le choix, même si il n'a pas été en grande réussite hier soir. Bah moi, de toute manière, Farioli m'a perdu dès le premier changement, en fait. Parce que je crois qu'il fait Boudaoui pour Rosario, non? Non? Justement, alors j'en profite que Tony soit là. Il y a eu un passage où on était à 3 derrière, non? Pour moi, Bah il justement, y a un passage du match où il y a Youssouf, Todibo, Dante, Quand euh, Rosario sort, je pense. Buonanni. Non, Rosario ouais. sort. pour moi, il met Youssouf à droite pendant un moment en fait. Oui, Pour c'est moi. ça. Ouais, Pour moi, il ouais, met Ouais. Youssouf à ouais, ouais, droite Ah, en c'est mais ça. attaquant. t'avais tellement Barre et Buonanni haut qu'on avait vraiment l'impression que t'avais l'assise Ouais. de 3 Après, ouais, je derrière. pense que la logique a fait que forcément Youssouf est resté un peu plus bas. J'ai les changements sous les yeux si Ouais. ça vous intéresse du coup. Mm. On a la 62e, Laborde qui sort, Evan Guessant qui rentre. Donc il y a Buonanni et Laborde qui rentrent à la 62 d'abord. Et ensuite, à la 71e, il y a Boudaoui qui remplace Rosario.
Et 10 minutes Mais plus c'est là où tard, il on y a a Claude perdu. Maurice et Lotomba qui rentrent. Ouais, Claude Voilà, Maurice qui moi en rentrait à la fait, 80e, je crois, de mémoire. C'est ça, 81e. donc pour répondre à ta question, donc ouais, les changements, j'aurais pas forcément fait ça. Moi, tant qu'à faire, j'aurais laissé Mofi à droite parce il était bien dans son match, etc. Et mettre un Laborde dans l'axe, essayer de peut-être à ce qui touche un peu plus de ballons, parce qu'après, à 1-0, on s'en foutait un peu des replis défensifs. Tant qu'à faire, si on pouvait mettre un but, ça aurait été bien. Mais et après, Buonanni, ouais, c'est un peu énervant quand même d'entendre les critiques. On peut le critiquer. Il, mais après, putain, il a 18-19 ans. Le mec, il joue jamais. Il rentre dans un match où bah, c'est la première fois qu'on perd de la saison. Et au moins, le mec, enfin, je sais pas, il a tenté. Premier ballon, il te met une galette, hein. Ouais, ouais, grave, grave. Et après, certes, il tente, c'est son jeu, il tente. Ouais, putain, on a reproché ça à Boga, comme quoi il tentait pas les 1 contre 1. Lui, il les a tentés, il les a pas réussi. Mais il faut pas oublier aussi que l'année dernière, quand il joue un peu plus souvent, bah, les 1 contre 1, il en réussissait quand même pas mal. Et il a un pied gauche de fou. Tous les centres qu'il fait, c'est dans la bonne zone. Donc, ouais, moi je me souviens aussi de Thuram en début, quand il a commencé, il y en a beaucoup qui l'ont lynché. Puis bon, bah, au final, même si là il est pas au top, mais ça reste quand même un cadre de l'équipe et voilà. Donc, non, après, c'est pas sur Bonani qu'il faut tomber, hein. C'est plus sur nos joueurs offensifs qui ont débuté le match, plutôt que sur un mec qui est rentré et bah, voilà, qui a tenté et il n'a pas été en réussite. Bah voilà, ça arrive. Mais au moins, il a tenté. Skito, on Ah, c'est a. sûr, hein. Ouais, Pardon. vas-y, C'est vas-y. sûr que si tout le monde attendait à ce qu'il fasse des passes à Dante, derrière à 50 mètres, ouais, voilà, peut-être qu'ils auraient été contents. Mais bon. Enfin bref, voilà. Ce commentaire de... Non, non, mais je pense aussi parce que j'ai entendu dans les tribunes, ouais, Buonanni, Soudigar, il était super fort. Ouais, mais Soudigar, on n'était pas second du championnat, on n'avait plus rien à jouer hormis l'Europe. Il était dans un contexte où plein de jeunes jouaient, Mendy Mm. notamment, Belayan jouait un peu plus, Amraoui. Donc c'est différent et là on a quand même, je trouve, step up en termes de qualité d'effectif global. Donc c'est pas du tout le même contexte. Donc c'est incomparable pour moi. Skito, on a Ah beaucoup non, c'est parlé clair. d'Alban Lafont. Le grand bonhomme aussi offensivement côté nantais, c'est Moses Simon. Alors, on l'avait quitté quand même l'année dernière. Bon, apparemment, il était à 2 doigts de signer à l'OGC Nice. Il avait eu du mal à encaisser le non-transfert. Saison passée assez compliquée de mémoire. Du moins Oui. pas pas dans ses standards. Et là, cette année, revigoré totalement. Et puis hier soir, bah, un grand match en fait de sa part. Peut-être le meilleur Nantais avec Lafont facilement. Oui, 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 clairement, tu as très bien résumé, Pancho. L'année dernière, j'avais l'habitude de dire que l'année dernière, c'était son cousin, Maurice Simon. Là, cette année, on le retrouve. Je pense à Pierre Aristouille, l'ancien coach, n'est pas anodin là-dessus. Je pense que voilà, il a remis en confiance. Si je me trompe pas, à un moment, il était meilleur passeur décisif. Je pense que là, il l'est plus, mais il a au moins 5 passes décisives. Sur le but, il est dans l'avant-dernière passe, notamment sur la petite déviation de Chirivella. Il a créé le danger non-stop. Après, clairement, c'est le Simon. Il fait un très bon début de saison. C'est l'arme offensive numéro 1 du FC Nantes. Clairement, sans lui, Nantes est inoffensif. Ça, c'est indéniable. Et le jeu est clairement axé sur sa vitesse, euh, sur ses, euh, sur ses dribbles, sur ses coups de rein. Alors l'année dernière, ça passait moins bien. Est-ce que, bah voilà, ou pas du tout. Bah, est-ce que voilà, c'est le non-transfert, peut-être, sûrement, Mm. le manque de confiance. Après, moi, je dis toujours, hein, voilà, il n'a pas perdu ses qualités techniques. Un footballeur, c'est beaucoup mental. Je reprends l'exemple du FC Nantes où il y a 2 ans, non, oui, il y a 2 ans, avant la victoire en Coupe de France, on est à 2 doigts de descendre et on se sauve en barrage face à Toulouse.
avec la même équipe, on finit 9e et on gagne la Coupe de France. Alors que c'est la même équipe et comme quoi c'est purement mental. Vous avez gagné une Et Coupe de France? oui, on a gagné grâce à une, une arbitre sympa, on va dire. Ouais. Je vais être honnête. Pas de souvenir vraiment. De mon côté, pas de souvenir. Après, vous avez eu de la chance quand même, parce on a voulu mettre en lumière Moses Simon et on a mis Rosario de son côté. Ah, merci, Aussi. merci. Ça, Mm. tu vois, c'est questionnant, je trouve, le fait de Ah savoir ouais, justement que c'était l'homme en forme côté Oui. nantais, le fait d'avoir mis un joueur qui n'est pas à son poste, d'avoir peut-être, surtout aussi rapide que Rosario. c'est vrai Et que, après, je pense que Todibo était vraiment, les prises à deux étaient vraiment flagrantes. Mais c'est vrai que c'était surprenant. Mais voilà, pour défendre Rosario, comme je vous l'ai dit, cette année, Simon va faire beaucoup de mal aux défenseurs droits des équipes adverses. Franchement, cette année, il est vraiment en forme. La CAN va nous faire mal parce que forcément, il va partir avec l'équipe du Nigeria. Donc, ça va être une vraie question, une vraie crainte. Qu'est-ce que Nantes va devenir sans lui pendant la période de la CAN? Alors, au fond de moi, j'espère que le Nigeria va être rapidement éliminé. pareil pour nous, Mais, hein. mais c'est vrai que ça va être compliqué sans Simon, sans Mohamed, Mm. parce qu'il est égyptien, sans Castelletto en défense, et avec l'équipe du Cameroun. Voilà. Mais comme beaucoup d'équipes. Voilà. Donc c'est vrai que Simon, franchement, est, homme du match avec Lafond sans hésiter. Côté niçois, Tony, peut-être un peu plus sur les performances individuelles. Euh, voilà, qui tu aimerais sortir un peu du lot? Alors, je sais que c'est pas quelque chose d'évident et de toujours très juste, mais concrètement, euh, qui, euh, qui as-tu trouvé vraiment au rendez-vous et qui a un peu pêché selon toi? Côté niçois, juste côté nantais, je trouve qu'il y a Chirivelia aussi qui a été excellent au Hmm. milieu. Au-delà de la talonnade sur le but, il gère très très bien le jeu nantais. Mais non, après, côté niçois, dégager un joueur hier, euh, c'est pas facile. J'ai pas eu de joueur où je me suis dit, waouh, il est dans son match. J'ai vu Thuram faire un match cohérent, maladroit dans les derniers mètres. Il n'y a pas vraiment. Melvin Bard a été encore une fois bon. Mais non, globalement, il n'y a pas de Niçois justement qui a réussi à sortir vraiment son épingle du jeu, j'ai trouvé. Même si Mofi a eu quelques bonnes séquences. Je ne mettrai pas de Niçois non, qui sort du lot. Pour le coup, je trouve qu'on a fait une performance qui est à l'image de la stratégie mise en place par Farioli, assez plate, sans risque. Et du coup, les joueurs ont tous fait une performance assez, allez, le mot est dur, insipide, mais voilà. En tout cas, moi comme ça, je dégaine pas un Niçois au-dessus du lot. Ils ont été collectivement cohérents et sans plus. Romain, tu rejoins Tony Ah sur ouais, son totalement. ressenti. Ouais. Moi, il y a personne. Allez, pour moi, je trouve que même si c'est brouillon quand même, mais Sanson aussi, il a quand même fait le taf. Mais, euh, mais c'est comme il dit, il n'y a pas vraiment quelqu'un où tu te dis, ah, franchement, lui, il a été bon. Voilà, ils ont été plats. Ouais, terne. Mm. Messieurs, la semaine prochaine, on joue Reims. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Dans 15 jours, il y a aussi le déplacement au Havre. Et ensuite, il y aura 3 semaines de Lance. Lens. Lens aussi, oui, effectivement. Lens, j'ai oublié Lens. J'ai comme l'impression que ce match à Reims, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est un peu le match bascule. C'est-à-dire, on joue un prétendant à l'Europe, clairement, je pense, sur cette saison. Est-ce que déjà pour vous, c'est un match bascule? Déjà, première question. Et comment est-ce que vous voyez ce match face à un collectif rodé, face à un tacticien aussi et un technicien qui commence à avoir une très très bonne réputation dans le pays? Est-ce que pour vous c'est un match bascule? Tony, si tu veux commencer.
Bascule, je sais pas. Moi, je ne nous considère pas comme une équipe qui va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, hein. Je pense qu'en début de saison, on se serait tous accordés pour dire qu'une qualif européenne, ce serait déjà très bien. Je pense qu'on a surperformé sur le début de saison et que là, non, il n'y a pas de match bascule. Je pense que c'est un match important comme tous les autres, qui va être assez fermé. Je me lance, hein. Je pense que ça va pas être le match du siècle, mais 2-0-0 l'année dernière, hein, je crois. en plus, voilà. Donc, puis comme Will Steele est quand même fait partie de ses coachs aussi assez pragmatiques, même s'il y a du jeu, hein, ça joue avec le ballon, mais comme Farioli, ils aiment avoir le ballon, mais en même temps, ils sont vachement pragmatiques. Donc, je pense que ça va être une bataille tactique et qui va se jouer un petit peu à la réussite. Pour moi, ce qui va être intéressant, c'est de voir face au Havre derrière comment on va réussir face à une équipe qui est un peu moins bien classée euh, à casser un peu ces codes où les adversaires vont nous étudier, comme le disait très bien Romain. Le marquage sur Dante, ça a été vu contre Brest, ça a été vu contre Metz. Au bout d'un moment, c'est que les coachs ils le voient. Donc, comment on va réussir à s'adapter à ça face au Havre ou même face à Reims déjà, ça va être un bon élément de réponse. Pour moi, c'est plus tactiquement ce que va proposer Farioli derrière, ce qui va s'adapter, est-ce qu'il va continuer là-dessus et qu'on va être en réussite, est-ce qu'il va continuer là-dessus et qu'on va pas être en réussite et on va dire qu'il s'enferme. C'est plutôt là-dessus parce que je pense que le soutien des supporters niçois envers Farioli, il est bon tant qu'on gagne, mais je pense que ça va vite être une bronca si on enchaîne des mauvais résultats. 3 matchs, 9 points envisageables, Romain. Tu as ta boule de cristal, Madame Irma. Au soir de Lens, on a combien de points sur les 9 possibles? 9. Et Non mais c'est non. Sérieusement? quoi? Bah quoi, ça va, Reims, ça va, ils sont nuls. Ouais, Et c'est nul. Lens, c'est pareil, ils sont nuls. Non, je plaisante. Non, non, non. Non, non, moi j'y crois. Aux 9 points, j'y crois. Mais au-delà d'un match charnière, je dirais plus une période charnière. C'est que les 3 prochains matchs, il faut pas se louper parce qu'on a engrangé énormément de points, on a pris de l'avance. Là, voilà, on a eu un accro, il n'y a pas de souci. Mais après, si tu veux viser l'Europe, à domicile, il faut gagner les équipes qui jouent l'Europe. Voilà, c'est comme ça, c'est la réalité. Au Havre, le Havre, tu as quand même une équipe pour sortir un match et avoir les 3 points, même si le Havre, attention, hein, c'est quand même costaud. Mais bon, voilà, faut pas dénigrer aussi notre équipe, quoi. Et Lens, après, j'aime pas cette équipe, donc j'ai envie qu'on les bousille. Mais sinon, non, non. Après, c'est vrai que Reims, ça joue, c'est cohérent tactiquement aussi. Bon, moi, heureusement, je suis pas au stade dimanche. Hein, je pense que ça va être une purge monumentale, mais je m'en fous. Après, tant que si Boudaoui nous sort un but sur une passe de Perrault au bar, moi, ça me va. La spéciale. La spéciale, Ouais, voilà. la spéciale couloir gauche Boudaoui, quoi. C'est terrible. Mm. Skito, la semaine prochaine, déplacement au Parc des Princes ou réception du Paris Saint-Germain? Déplacement, je présume. Déplacement, ça sera Paris-Nantes, Nantes-Brest et on finira par Lyon-Nantes. Voilà. Vous allez faire un 0 pointé, quoi. Non, J'espère pas. non, je rigole. Non, je rigole. En toute honnêteté, j'espère un petit 6 points. Paris, bon voilà, c'est pas Paris. Paris à domicile, ça, je pense que 0 points, c'est logiquement, on va dire, logique. Mais Nantes-Brest, certes, ça reste Brest, mais à domicile, on a quand même, j'ai quand même plus confiance à domicile, avec l'appui du stade et l'ambiance qui peut y avoir. Et Lyon-Nantes, faut enfoncer Lyon, hein. Faut y aller, hein. Faut pas de pitié. Malheureusement, ils sont dans le mal et finir la saison là-dessus, ce serait finir l'année Séville là-dessus par une victoire, ce serait beau. Avoir 6 points, donc ça veut dire 24 points. Voilà, ça donnera encore raison à Kita, mais enfin bon, voilà, ça. Tant que le FC Nantes, tant que le FC Nantes est loin de la zone de relégation, je signe tout de suite. Ok, ok, ok. Merci, Skito.
Messieurs, on arrive au moment de votre plaidoirie, hein, le dernier sujet de l'émission. On va commencer par toi, Romain. Est-ce qu'il y a un sujet, une performance, une contre-performance, foot hors foot, que tu souhaites évoquer? Moi, la contre-performance, faut le signaler quand même une fois de temps en temps. Todibo, je l'ai trouvé dans le mal contre Nantes. Voilà, je l'ai trouvé moins tranchant. Donc ça arrive, hein, voilà. Mais quand même, voilà, c'est à signaler que faut qu'il fasse gaffe, sinon je mets un coup de tête et voilà. Ouais. On va dire que quand on prend un peu de recul, c'est moins excellent que depuis le début de saison. Non, mais bien Il y a sûr, eu c'est quelques vraiment pour dire. approximations. Voilà, voilà. Après, attention, c'est un monstre. C'est un monstre de folie. Mais c'est vrai que ouais, sur ce match, il a un peu passé à travers. Mais par contre, c'est clair qu'il n'a pas été aidé par Rosario, quoi. Donc, euh, donc voilà, il y a ça aussi à mettre en avant. Ok. Tony, tu as la possibilité d'évoquer ton sujet Petite, ou tes sujets. petite question, Pancho. Vous parliez de Rosario, du coup, le titulaire du poste en temps normal, c'est... L'Otomba. Ok. Et Mais il qui n'était pas d'ailleurs blessé, était il de, n'était de pas retour de suspendu, non? Pas du tout? blessure. Retour de blessure. Non, non, Ah, d'accord. ouais, non, mais c'était un choix du coach, hein, Ouais, parce Ok. puisque il avait joué une heure il de avait jeu, je joué crois, contre à Toulouse. Toulouse. Contre Ok. Toulouse. Je rebondis parce que je pensais à ça, mais Farioli, c'était pas déconnant de mettre Mofi à droite, je trouve, pour jouer sur nos points faibles qui sont Duverne et Coco Boga et Mofi Duverne. Voilà. Nos latéraux, c'est nos Hmm. points faibles et je n'ai pas trouvé ça déconnant. Après, voilà. Ouais, mais le rendu, en fait, C'est ça. tu t'aperçois qu'il n'y a pas eu tant de différences faites. Et je suis totalement d'accord avec toi. Duverne, à la base, c'est pas du tout un latéral. En plus, Ah oui, ouais. il est sur son faux pied, donc enfin, sur son Oui, mauvais pied, exactement. mais à la limite, quand tu es face à un gaucher, c'est peut-être plus avantageux. Mais oui, oui, on est totalement d'accord là-dessus. C'est assez étonnant qu'on n'ait pas eu, du moins, plus de tentatives. Tony, c'est à toi. Alors moi, je vais prendre un petit risque. Ah, Je vais plaider en faveur de Farioli pour la suite. Effectivement, défaite, mais c'est pas le jeu le plus excitant. Mais j'aime bien la manière, en tout cas, dont il assume ce qu'il propose depuis le début de saison et il le fait jusqu'au bout. Alors oui, c'est pas, voilà, ça fait pas rêver de voir les deux centraux encore une fois fixés avec Youssouf juste devant et se faire 15 passes avant de déclencher une passe un peu plus longue. Mais au moins, il a le mérite de vouloir mettre en place quelque chose qui semble fonctionner en tout cas en Ligue 1. Et j'ai envie qu'on lui laisse du temps, qu'on s'ouvre un peu à sa manière de faire. Moi, le premier, quand j'ai vu le début de saison, je me suis dit c'est quand même peut-être limite, mais en fait, en tout cas, il est dedans à fond, il est passionné par ce qu'il propose. Et voilà, j'ai envie de lui laisser le temps, de voir comment il va réagir et de croire en ce qu'il propose depuis le début de saison, aussi bien sur le terrain que dans sa gestion humaine et des joueurs qu'il a à sa disposition. Donc voilà, petite plaidoirie en faveur de Farioli, confiance en lui. confiance en Farrelly, confiance en Ghisolfi, hein. Naturellement, d'autant plus que le mercato arrive et il y a fort à parier quand même qu'il y aura quand même quelques ajustements pour diverses raisons et puis la CAN approchant. Moi, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire. En termes de performance individuelle, je vous rejoins complètement. Il n'y a pas grand chose à en tirer. Todibo a été un peu plus en difficulté. Je trouvais même la charnière un peu plus perméable que d'habitude. Même Boulka a eu quelques approximations. Donc collectivement, je ne suis pas inquiet par rapport à ce qu'on a vu parce qu'on s'est procuré les occasions. On a encore ce manque d'efficacité dont on parle depuis des semaines et des semaines qui est évident. Par contre, moi ce qui m'a gêné, c'est que j'attendais depuis le début de saison et depuis, on va dire, quelques matchs d'invincibilité, qu'on soit mené pour voir un peu le caractère et ce qu'on avait un peu dans le ventre. Et j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu dans les intentions, j'ai été un peu déçu dans le caractère, dans la détermination. Et oui, il y a des préceptes, oui, il y a un style Farioli, c'est évident, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais par contre, voilà, la variante
on va dire imprévisible, qui peut agir et qui peut être présente dans un match. J'ai pas l'impression qu'elle existe. Et puis à titre personnel, rassurez-vous, je fais très très peu de déplacements. Donc non, parce que c'est terrible, c'est terrible. Le compteur de défaites et de non-victoire est absolument horrible. Mais rassurez-vous, le prochain, de mon côté, ce sera à Rennes. Donc d'ici là, l'OGC Nice pourra continuer à regagner. Parce que voilà, c'est absolument terrible. Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les trois d'y avoir participé. La semaine prochaine, du coup, c'est la réception de Reims. On fera l'émission sans doute le soir même. Romain, merci pour ton retour, l'énième retour. Ouais, toujours un retour. Toujours, dès que je suis là, de toute manière, je fais un retour. Tu ne seras pas au stade du coup le week-end prochain. Non, non. Donc, je ferai peut-être mon retour en fin d'année, peut-être. Ça marche. Non, je vais Tony, être là contre Lens. Tony, merci à toi pour ta première venue. J'espère que tu as passé un bon moment. T'es le bienvenu en tout cas pour les prochaines fois. Et puis Skito, qu'est-ce qu'on peut souhaiter au FC Nantes? Un parcours en Coupe de France. Moi, je t'ai dit, hein, on se retrouvera en demi-finale de Coupe de France à la Beaujoire. Bon, je ferai en sorte de ne pas y aller, naturellement. Mais, Moi, je t'inviterai du coup. non, 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 non. Oh, non, non, c'est terrible. Non, ce qu'on peut souhaiter au FC Nantes, c'est un maintien sans pression, un maintien rapidement, un maintien pas à la dernière journée. Et voilà, ce sera déjà très Gardez bien. l'entraîneur. Et garder l'entraîneur. Voilà. Je ne sais pas s'il va finir la saison, mais enfin bon, voilà, on est plus surpris. Et en tout cas, merci Pancho de l'invitation. C'était un réel plaisir. On va se croiser un jour en vrai, hein, Pancho. Hein. Je te le dis. Hein. Ouais, bah avec plaisir. T'en fais pas. Il y aura d'autres occasions. Il y aura d'autres occasions. Et n'hésite pas, voilà. Moi, je postule déjà pour le match retour. Donc, si tu es satisfait de moi, ce sera avec plaisir. Ne t'inquiète pas, t'es déjà programmé. Merci à tous les trois pour votre présence. Émission à retrouver dès ce soir sur YouTube et Spotify. Merci pour votre présence sur le chat. Nissardeta, Alex notamment, pour votre présence et vos interactions. On se retrouve très vite. Passez une très très bonne soirée, un bon début de semaine. Et puis ciao la Bayeta et Sanissa.